Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à notre nouvelle webconférence des rendez-vous du pacte que nous mettons en place à la demande de la région Bretagne et dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de l'engagement en formation et plus précisément, comment susciter pour les publics éloignés l'engagement en formation. Je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne. Je vais animer cette conférence avec Tiffaine, ma collègue Tiffaine, donc Giglet-Tenay. Bonjour Tiffaine. Bonjour Sylvie, le temps de me reconnecter. Et avant de débuter, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Gaudin, directeur de la direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie à la région, qui va introduire notre conférence. Bonjour Olivier Gaudin. Bonjour à tout le monde. Merci Sylvie. Oui, très rapidement, je ne vais pas intervenir dans le cadre de ce nouveau rendez-vous, de ce quatrième rendez-vous du pacte régional. C'est rappeler aux nombreux participants, parce que je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux, et spécialement aujourd'hui, ça veut dire que les thématiques qu'on vous propose et en lien avec la ligne éditoriale qui est proposée par le Greffe Bretagne, que ces thématiques rencontrent une vraie adhésion de la part des acteurs de la formation, au premier rang desquels les organismes de formation que nous espérons nombreux autour de ces rendez-vous, mais également de l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui travaillent avec les organismes de formation. Vous rappelez que c'est un objectif fondamental pour la région Bretagne, que ces acteurs de la formation, ces actrices de la formation, puissent travailler avec la région tout au long de ces 4 années, mais aussi beaucoup plus après, puisque notre objectif est bien celui que nous avons acté avec l'État, de transformer la formation et de faire en sorte qu'au-delà des nouveaux dispositifs, de favoriser les entrées en formation sur l'ensemble de nos dispositifs de formation, que nous nous interrogions bien sur la manière d'amener les publics en formation et de travailler aussi sur les thématiques de l'innovation en formation. Donc, notre objectif, c'est de rassembler les acteurs, d'échanger avec vous. Vous êtes les praticiens de la formation, c'est vous qui êtes experts aussi de tous ces domaines. On est là pour accompagner ce mouvement avec vous. Donc, quatrième rendez-vous. Il y en aura d'autres en 2021. Nous sommes en cours de programmation pour l'année. On vous donnera les prochaines dates. Donc là, ce sera avec le Greffe, avec Sylvie, avec Tiffaine qu'on pourra revenir vers vous pour communiquer sur les prochaines sessions à venir. Je laisse la parole maintenant à Sylvie pour nous présenter la thématique d'aujourd'hui. Et je voulais peut-être en profiter pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux au nom des agents de la région Bretagne qui travaillent avec vous aussi au quotidien. Merci et très bonne conférence et très bon webinaire à vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, dans le contexte d'incertitude économique et sociale qui est le nôtre, aggravé aujourd'hui par la crise sanitaire, il est difficile de se projeter dans un futur professionnel, qu'on soit jeune ou moins jeune, en recherche d'emploi ou en reconversion. On constate des difficultés à s'engager. Et ceci est encore plus prégnant pour certains publics, les plus éloignés de l'insertion et de l'emploi. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de s'interroger sur ces facteurs et ces mécanismes de l'engagement. Comprendre le phénomène d'engagement aujourd'hui et notamment dans le rapport à la formation. Pourquoi les publics s'engagent-ils? À quelles conditions s'engagent-ils? Et comment mettre en place les conditions de l'engagement pour ces publics, notamment en formation? Pour en discuter, nous sommes très heureux de recevoir Agnès Edet, qui est donc consultante et formatrice sur le champ des trajectoires professionnelles. Agnès, vous avez développé depuis plus de 20 ans une expertise sur les problématiques relatives au changement dans ses dimensions individuelles et collectives. Vous travaillez régulièrement sur les questions d'engagement et de mobilisation du pouvoir d'agir et vous accompagnez des groupes et des personnes sur ces questions. Bonjour Agnès. Bonjour tout le monde, bonjour. Nous aurons également le plaisir d'avoir 2 retours d'expérience par 2 organismes de formation bretons qui viendront illustrer et témoigner de ces belles initiatives originales pour répondre à ces problématiques. Il s'agit du projet Le Bus, qui est porté par la MICEP et le relais Jeunes 56 et qui est représenté par Axel Goraguer. Bonjour Axel.
Bonjour. Et puis du projet Prépa Faune Repair, qui est porté par Prism et qui est représenté aujourd'hui par Élise Biret et Nancy Costard, qui sont toutes les deux responsables pédagogiques et administratives. Bonjour Élise. Bonjour à tous. Bonjour Nancy. Bonjour. Donc nous avons choisi ces deux projets pour leur originalité et pour les objectifs qu'ils visent. Il s'avère que ce sont deux projets qui s'adressent à un public jeune. C'est peut-être pas complètement un hasard, mais en tout cas, ce n'était pas voulu de notre part. C'est pourquoi, voilà, dans le travail qu'on a fait avec Agnès Hédé, on a souhaité que ces propos ne portent pas exclusivement sur les jeunes, mais bien de la notion d'engagement aujourd'hui, que les publics soient plus ou moins des publics jeunes. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Je me tourne maintenant vers Agnès Hédé pour notre première partie, donc sur la compréhension des mécanismes de l'engagement. Agnès, sur quoi se fonde l'engagement aujourd'hui? Qu'est-ce qui pousse les publics à s'engager en formation? Alors ça y est, on y va, on démarre. Donc, juste une toute petite introduction. Les questions d'engagement, de motivation, de mobilisation ne sont pas des questions nouvelles. Elles sont évoquées depuis des années. Elles sont peut-être un petit peu moins apaisées, on va dire, dans le contexte dans lequel on vit. Et les questions du coût d'engagement sont souvent évoquées comme des conditions de réussite d'un parcours d'insertion, d'un parcours d'évolution professionnelle, mais aussi souvent comme les principales raisons d'un échec ou d'un abandon. Ça voudrait dire que l'engagement serait à la fois le remède à tout, ce qui permettrait vraiment de réussir, d'avancer, de maintenir, on va dire, la motivation, et en même temps responsable de tous les maux. En gros, responsable des décrochages scolaires et par exemple des décrochages en formation. C'est parce que le public n'est pas suffisamment motivé. Donc on va essayer de s'intéresser à comment du coup fonctionne l'engagement. Donc mon intervention va être en deux temps. Le premier temps qu'évoque Sylvie, c'est d'essayer de comprendre le processus d'engagement aujourd'hui, j'insiste sur aujourd'hui, dans notre société, là maintenant, pas en 2015, en 2021 et avec l'année qu'on vient du coup de vivre. Qu'est-ce qui pousse le public à s'engager sur multiples expériences? Ma première partie d'intervention ne va pas être uniquement sur la formation, vraiment sur l'engagement. Puis la deuxième partie d'intervention sera un petit peu plus sur le lien avec la formation. Et je vous propose du coup une première partie d'intervention en trois temps. Le premier temps, c'est essayer de repérer, est-ce que notre société est propice à l'engagement? Est-ce qu'elle favorise? Est-ce qu'elle facilite l'engagement aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, elle l'empêche un tout petit peu? Deuxième temps, quand on parle d'engagement, de quoi on parle? Pas une définition dictionnaire, mais réellement essayer d'apprécier ce que veut dire l'engagement au regard d'autres terminologies qu'on utilise souvent. Et puis le troisième temps de cette première partie, sur quoi se fonde l'engagement? Je vais vous proposer en gros 6 critères, 6 facteurs essentiels d'engagement aujourd'hui du public. Alors éloigné de l'emploi, mais tout public. Vous allez voir, vous allez vous y retrouver aussi vous dans effectivement les processus d'engagement. Donc si je m'arrête sur le premier point, notre société est-il vectrice aujourd'hui d'engagement? Alors, c'est difficile de répondre oui, pour 3 raisons. En fait, on a 3 éléments qui amènent une société peu facilitatrice d'engagement. Le premier, vous l'avez entendu, c'est un des mots les plus employés, alors par le gouvernement, mais par les journalistes, c'est l'incertitude. La montée de l'incertitude. Alors, tout le monde en parle, c'est quoi la montée de l'incertitude? Alors, l'incertitude, elle se caractérise par des situations tellement nouvelles qu'elles n'ont pas d'équivalent auquel on peut se référer. Donc, on n'a pas de point de repère du passé, on n'a pas de point de repère du présent pour pouvoir avancer. Et on dispose très peu d'informations au sujet de ces situations. On vit dans une société extrêmement complexe et très turbulente, peu prévisible. Or, l'engagement se nourrit de la prévision. Dans nos modèles européen, je vais même dire franco-français. Donc le premier élément, c'est que moins on a des certitudes, plus l'avenir est incertain, plus l'avenir est instable, plus il est difficile de s'engager quelque part. S'engager dans quelque chose, s'engager effectivement quelque part. Et ça produit 2 effets. Le premier effet, c'est la disruption. Vous en avez sûrement entendu parler. La disruption, ça veut dire qu'hier n'éclaire plus demain. Donc on n'a plus de repères aujourd'hui pour pouvoir baliser un futur. Ils ne tiennent plus.
Alors, je ne vais pas reprendre la Covid-19 comme exemple à chaque fois, mais on voit bien que les modèles, qui sont les modèles très récents, les 10 dernières années, sont un peu bousculés, balayés aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est le sentiment d'impuissance. À partir du moment où je n'ai pas de possibilité de regarder devant avec une certaine stabilité, avec des repères connus, sans garantie où rien n'est sûr, on peut rapidement développer un sentiment d'impuissance avec le fameux « à quoi bon ?», ce qui amène souvent le public du coup à ne plus s'engager, à être en position d'attente. Le deuxième point sur lequel je souhaite aller par rapport à une société qui est peu propice à l'engagement, c'est le développement de la méfiance, je dirais même sous couvert des propos de Michela Marzano, qui est une philosophe italienne, en gros le développement d'une société de défiance. On observe tous les jours avec la pandémie des doutes au complot, et on se pose tous la question, est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit, et est-ce que c'est crédible? Ça veut dire que la question de la vérité et de la crédibilité sont aujourd'hui au centre des processus d'engagement, et même la science fait débat. On a attendu un vaccin, on n'imaginait pas qu'il puisse arriver si vite. Et en France, aujourd'hui, on se demande si vraiment il faut se vacciner, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans le vaccin qui pourraient être visibles pour nous. Donc ça va produire quoi? De l'inertie et de l'indécision. Donc si je suis indécis, si je suis dans l'inertie en termes de position, ça va être difficile de s'engager. Le troisième élément, c'est un rapport au temps qui est modifié. Et notre rapport au temps, il est modifié parce qu'on a une unité de temps aujourd'hui qui est à l'instant. En gros, les accélérations répétées, l'instantanéité guide du coup le mouvement. Et l'unité de temps devient l'instant. Ça veut dire que les personnes vont conjuguer beaucoup plus au présent qu'au futur. Et s'engager dans un présent, c'est pas naturel aujourd'hui. On s'engage dans un futur. Donc on va avoir des difficultés de projection. Tout ce que j'amène, vous le savez, vous le vivez au quotidien avec le public, mais c'était pour avoir une approche un tout petit peu sociologique, mais bien montrer que si on se projette peu, si on est dans une position plutôt inerte, si on développe un sentiment d'impuissance et qu'on n'a plus les repères pour pouvoir avancer, s'engager va devenir naturellement compliqué. Donc on aura peut-être une problématique avec l'objet formation, mais naturellement, on a de moins en moins d'engagement. Qui va s'engager aujourd'hui pour reprendre un restaurant, par exemple? Qui va s'engager pour se dire est-ce que je vais skier Alors moi, je suis pas loin, hein, j'avais un autre fond d'écran qui était la neige. On n'a pas dit d'où je viens de l'Est de la France, donc où je suis sous, on va dire, 40-50 cm de neige. Je changerai le fond d'écran entre-temps, vous verrez la neige, si elle n'est pas arrivée chez vous. On voit qu'aller faire du ski, je prends un hôtel, je ne prends pas un hôtel. Et bien, s'il n'est pas flexible complètement, je ne prends pas. C'est-à-dire que je ne m'engage pas. Donc, les processus d'engagement pour tout le monde sont mis à mal aujourd'hui dans nos sociétés. Il n'y a pas de responsabilité d'individu ou politique, hein, ce n'est pas ce que je voulais amener. Le deuxième point sur lequel je voulais aller, c'est de quoi on parle quand on parle d'engagement. On confond beaucoup aujourd'hui adhésion, engagement et persévérance. Or, ce n'est pas du tout le même schéma. Tout à l'heure, Olivier Godin a parlé d'adhésion. Il vous a remercié pour votre adhésion. L'adhésion, ce n'est pas très engageant. J'adhère à un parti politique, j'adhère à une association, je fais un chèque de 40 € et j'ai adhéré. Et j'ai mon adhésion. Donc, l'adhésion ne produit pas d'effort. L'adhésion ne produit pas d'agir de son côté. C'est un petit agir. La persévérance, c'est le maintien de l'engagement dans la direction escomptée. Et l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est l'action de se lancer par une promesse, par une parole, par un contrat, par quelque part des principes qu'on imagine respecter quand on s'engage dans une action précise ou dans une situation donnée. Donc en fait, l'engagement, c'est le passage de l'intention à l'acte. C'est le passage de l'idée à la mise en œuvre et à la mise en route. Donc quand on parle de décision et d'engagement, on pourrait même dire qu'on voit la décision à travers l'engagement. C'est une manière objective de repérer des décisions qui ont pu être prises. Et du coup, l'engagement, c'est l'action de se lancer, de déclencher l'agir, de faire des efforts dans une direction donnée. Et est-ce qu'il ne faudrait pas dire, excusez-moi Agnès, mais du coup par rapport à ce que vous dites sur l'adhésion, c'est le petit agir, ou est-ce que du coup l'engagement, ce n'est pas aussi la somme de plusieurs petites actions? Est-ce qu'on peut considérer ça comme ça? L'adhésion, c'est dire oui à quelque chose. Quand une personne est reçue en situation d'accompagnement, lui propose une activité, elle dit oui, elle ne s'est pas engagée. Elle a adhéré.
Hein, l'adhésion, c'est dire oui. L'adhésion, c'est peu engageant, en règle générale. L'engagement, ça veut dire qu'on va y mettre de soi. Et souvent, il y a quelque chose qui est lié à l'effort, quelque chose qui est lié à... il faut se mobiliser. Alors que l'adhésion, même si un chèque de 40 €, c'est beaucoup, je fais mon chèque pour l'année et c'est tout, on n'en parle plus. Avec André Chauvet, on a une association qui s'appelle Kelvoa, peut-être certains parmi vous en ont entendu parler. On a des adhérents, donc des gens qui ont fait un chèque, qui ont signé, et puis on a des adhérents actifs. Les adhérents actifs, ils sont engagés parce qu'ils essaient de voir comment on pourrait faire évoluer l'association, qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc ils sont mobilisés. Ça veut dire qu'ils font acte d'agir. Si je peux faire la différence. Donc quand on dit on va essayer de mettre en place des dispositifs pour que les gens adhèrent, on s'en moque qu'ils adhèrent. Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'engagent. Et ce n'est pas par l'adhésion qu'on s'engage. On peut s'engager sans adhérer à quelque chose. On peut ramasser les mégots par terre sans adhérer à une association. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais je voulais simplement en glisser 3 mots. Alors, la motivation, c'est une manière de regarder le processus d'engagement. Et puis, le dernier élément sur l'engagement, parce que je n'ai pas le temps, mais je crois que j'ai encore 10 minutes à peu près. Moi, je vais essayer de gérer. Toujours sur ce deuxième point qu'est l'engagement, on a eu un modèle pendant des années qui est le modèle de l'acteur rationnel. Je ne sais pas si c'est très théorique, si ça vous parle un tout petit peu. C'est-à-dire que les théories de l'engagement visaient à rassembler un maximum de données. Être sûr avant d'avancer. C'est-à-dire qu'il faut que je sois certain avant de me mettre en mouvement. On pouvait faire des savants calculs, il y a plein d'outils pour ça. Et puis, du coup, prévoir ce qui allait arriver. Or, aujourd'hui, ces modèles, ils ne tiennent plus. Et on est un petit peu embêté parce qu'on ne sait plus quel modèle utiliser. Nos modèles ne correspondent plus à la société que j'ai pu décrire en quelques mots tout à l'heure. Ils sont plus réalistes aujourd'hui, voire obsolètes. Ça veut dire qu'en situation d'incertitude, la prévision est impossible. Ça nécessite du coup d'arrêter d'accumuler des données, c'est-à-dire que faire des enquêtes métiers pour savoir si réellement notre projet tient la route, ce n'est pas ce qui va produire de l'engagement. Ce qui va produire de l'engagement, c'est au contraire se rapprocher d'une vision plus subjective, du coup en donnant un sens à l'événement, en donnant un sens à la situation, en donnant un sens à l'objet. Si j'y vais, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'engager cette formation, d'y aller? Et puis de questionner, je vais y venir juste après, les mobiles. Est-ce qu'on a des mobiles extrêmement clairs qui nous permettraient de passer de l'intention à l'acte? On utilise souvent ce mot-là, les mobiles, dans un domaine judiciaire, dans un domaine pénal. Quelqu'un a fait une bêtise et on veut savoir, du coup, c'était quoi ces mobiles. Et quand on cherche ces mobiles, souvent on se trompe dans ce domaine-là parce qu'on cherche les motifs. Or, les motifs d'engagement ne produisent pas d'engagement. Ce sont les mobiles qui produisent de l'engagement. Donc, les facteurs, quelque part, les modèles de l'acteur rationnel, ils ne tiennent plus. On pourrait se rapprocher, si vous connaissez un petit peu, des modèles asiatiques, chinois, qui sont au contraire beaucoup moins linéaires et qui sont plutôt dans des approches très subjectives, très singulières, avec le risque qui est au centre. On questionne le risque tout de suite et on questionne moins les motifs. Je ne sais pas si je vais très vite, mais si c'est clair, les motifs, c'est les raisons qui m'amènent à avoir une intention et les mobiles, c'est ce que je gagnerai après l'acte. Et l'engagement, c'est le passage de l'intention à l'acte. Sans diaporama, c'est compliqué à l'oral. Hein. Non, mais du coup, ce que vous préconisez, en quelque sorte, Agnès, si je comprends bien, c'est que pour accompagner les personnes, il faut aussi se recentrer sur ces personnes et sur ce qu'elles souhaitent plutôt que sur le contexte. C'est un peu ça, dans un contexte où il y a trop d'incertitudes. Il faut peut-être réussir à s'affranchir du contexte, mais est-ce possible ? Alors, je vais venir sur le dernier point, sur quoi du coup se fonde l'engagement, c'est-à-dire que si la société est peu propice, si on a des modèles qui ne tiennent plus aujourd'hui parce que la société a bougé, du coup, sur quoi on peut s'appuyer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui quelqu'un s'engage? Alors, il s'engage sur, en gros, avec plusieurs facteurs, mais c'est des facteurs associés, c'est une combinaison, c'est pas de l'addition. Donc moi, je vais les présenter les uns après les autres, mais n'y voyez pas le premier étant le plus important. C'est vraiment la combinaison de tous ces éléments. Et par rapport à la formule du coup de Sylvie, le premier que je vais évoquer, c'est je m'engage d'autant mieux, pas très français, mais je vais quand même le dire comme ça, d'autant mieux que ça fait sens pour moi. Je m'engage d'autant mieux que ça correspond à ce qui est important pour moi. C'est-à-dire que c'est signifiant et ça a de la valeur. Le terme d'Herzberg, si ça vous parle un tout petit peu, c'est la valence. Ça a une valence pour moi. Valeur et sens. C'est-à-dire que ça fait sens, ça signifie, et en même temps, ça a de la valeur. Ça peut signifier sans avoir de la valeur. Donc, je m'engage d'autant mieux sur une formation, mais sur
beaucoup de situations. Ça peut être un accompagnement, ça peut être faire un bilan de compétences, ça peut être, je sais pas, me remettre au sport, peu importe ce que c'est. Si, du coup, ça signifie quelque chose pour moi, ça a de la valeur. En gros, si ça fait sens. Et c'est là que se situent les mobiles. Les mobiles sont dans ce que va me rapporter mon action, mon engagement, et pas le pourquoi je m'engage. C'est là la différence entre les motifs et l'immobilier. Le premier, ça fait sens pour moi. Le deuxième, c'est pas trop complexe. Je l'explique. L'ennemi, c'est la complexité de l'engagement. Ça veut dire qu'il faut que ce vers quoi on s'engage, soit clair, transparent, visible. Or, aujourd'hui, les process de formation, où j'y reviendrai dans ma deuxième intervention, l'information sur la formation, c'est complexe. On ne sait pas nécessairement où chercher. On ne sait pas comment on peut s'y retrouver. On ne sait pas si ce qui est écrit là aujourd'hui est encore vrai demain, tout ce qu'on a déjà pu évoquer. Le deuxième point, si je pense que je pourrais être à la hauteur, plus le public se sent éloigné de l'emploi, je ne dis pas qu'il l'est, plus il se sent éloigné de l'emploi, plus il se sent en situation délicate par rapport à une insertion future, plus il risque de s'interroger, est-ce que c'est à ma portée ? Donc il y a un facteur d'engagement qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que quand un public est convoqué quelque part ou est invité quelque part et il ne vient pas, ce n'est pas toujours parce qu'il n'a pas de parole et ce n'est pas toujours parce qu'il considère qu'il y a mieux à faire. C'est aussi parce qu'à un moment, on est face à une réalité et au sentiment d'efficacité personnelle cher à Bandura. Si c'est une épreuve, si je ne suis pas sûre d'y arriver, eh ben, j'y vais pas. Donc, le troisième point, est-ce que je peux être à la hauteur ? Donc, confiance en soi, estime de soi, tout ce registre-là, bien évidemment. Quatrième élément, si j'ai le sentiment de pouvoir contrôler la situation. On va revenir sur le fameux pouvoir d'agir. Si je pense que je peux agir sur mon devenir, si je pense que par mon acte, par le fait de vivre une formation, je vais pouvoir changer ma vie. Je vais pouvoir faire évoluer ce qui est aujourd'hui pas supportable ou ce qui est difficilement peut-être supportable. Est-ce que je peux faire évoluer ma situation à travers mes actes ? Si je considère que j'ai aucun pouvoir d'agir sur ma vie, ce qu'on appelle la contrôlabilité, la logique d'attribution causale, si vous préférez, interne, si je n'ai pas la possibilité de maîtriser et de contrôler, je ne vais pas m'engager. Donc la position d'attentiste va être extrêmement présente. Il m'en manque deux. Si cela me rapporte quelque chose, on est tous à but lucratif. On ne s'engage pas sur quelque chose pour que ça soit moins bien après, pour que ça soit pire. Ou alors, on est maso, mais c'est une minorité de la population. La majorité de la population, on est tous à but lucratif, n'y voyez pas la dimension financière. Je m'engage si ça me rapporte, si j'y vois un intérêt personnel, pas au sens des aspirations, pas au sens de la matière et du contenu, mais un intérêt. Ce mot-là, il est un peu compliqué en France parce qu'il veut dire deux choses. Il veut dire à la fois les aspirations et en même temps, j'y gagne quelque chose. Moi, c'est dans la dimension j'y gagne. Si, en gros, les bénéfices différés, ce que je vais gagner plus tard, est plus important que ce que ça me coûte dans l'immédiat. Pour ceux qui ont rencontré André Chauvet, vous avez sûrement travaillé là-dessus. C'est vraiment la question du risque et on est tous sur cette mesure-là aujourd'hui. Quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un bénéficiaire du RSA accepte d'aller travailler en perdant de l'argent, c'est pour tous pareil, c'est qu'ils considèrent qu'à terme, ils vont gagner plus que ce que ça leur coûte dans l'instant. Et à l'inverse, j'y vais pas si la machine est dans l'autre sens, c'est-à-dire que si mes coûts différés sont plus importants que mes gains immédiats. Et puis le dernier élément qui aujourd'hui me semble le plus important, si je peux revenir en arrière, la question de la réversibilité. Et tous les processus aujourd'hui d'engagement hors formation sont des processus qui visent la réversibilité. En gros, louer une chambre quelque part, prendre un Airbnb pour cet été, si c'est réversible jusqu'à 5-6 jours avant, je prends depuis maintenant. Si ce n'est pas réversible, j'attends. La réversibilité, je peux revenir en arrière. Et on a un souci, je terminerai là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de financeurs, la région Normandie, la région Bretagne, je ne sais pas, fait signer un contrat d'engagement sur les formations. Si les personnes ne vont pas au bout, elles sont obligées de payer la différence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réversibilité. À partir du moment où tu es engagé, en gros, tu as un coup de canif dans le contrat, tu es obligé de payer la différence. Et je vais faire référence à l'obligation de formation aussi, si ça vous parle. Obligation de formation. Si on est dans des systèmes d'injonction et d'obligation et qu'on n'y met pas de réversibilité, il y aura de moins en moins d'engagement. On s'engage aujourd'hui à acheter des choses sur Internet sans essayer, tout simplement parce qu'on peut les renvoyer. Je m'arrête. Je crois que je suis dans les temps.
Merci Agnès, vous êtes tout à fait dans les temps. C'est très riche, il y a beaucoup d'éléments. Alors j'aurais moi-même beaucoup de questions à vous poser, mais l'idée c'est aussi de laisser la place un petit peu aux participants qu'on ne peut pas voir donc en format webinaire, mais au moins on peut prendre leurs questions. Donc Tiffaine, je vais peut-être te laisser la main si tu as pu déjà collecter quelques questions. Alors oui, effectivement, des questions qui tournent autour de l'intérêt personnel. Alors une question, l'intérêt personnel est-il déclencheur de l'engagement? Alors même si effectivement vous y êtes revenu lors de votre exposé, mais la notion d'intérêt personnel revient. Nous avons aussi donc une remarque, alors une remarque sur le remboursement. Alors, ça défile, le chat défile, il faut que je retrouve. La région Bretagne n'a pas cette obligation de remboursement par rapport à la fameuse région Normandie. Mieux pour l'engagement. Hein. C'était plus une remarque qu'une question. Et alors moi, j'avais plus aussi alors une question qui revient, mais de mon côté. Donc, tu vois, Sylvie, j'en profite pour poser une question, mais qui sera peut-être intéressante pour l'ensemble des participants. Est-ce que, on parlait de la réversibilité, mais est-ce qu'un acte n'est pas d'autant plus engageant que justement il est irrévocable? Je ne sais pas si c'est pertinent comme question ou pas. C'est justement, Tiffaine, c'est justement parce qu'il est trop engageant qu'on s'y engage pas. D'accord. Oui. C'est-à-dire que je le reprends dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit les systèmes. Si vous prenez les abonnements sur Netflix, par exemple, je peux me désabonner dans le mois. Les salles de sport qui sont fermées aujourd'hui, mais les salles de sport il y a 10 ans, c'était un engagement sur 1 an, voire sur 2 ans. Aujourd'hui, on a un préavis d'1 mois, donc on perd 1 mois. Ça veut dire qu'on peut aller dans une salle de sport, c'est pas très engageant. Si c'est pas bien, le mois d'après, on s'en va. Donc les entrées-sorties permanentes de désengagement produisent de l'engagement. Mais ça ne veut pas dire que ça produit de l'engagement durable. Oui. Et c'est là qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire que la société dans laquelle on est, les engagements sont de moins en moins durables. Quand on dit il faut peut-être penser un engagement sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, les dernières données de la médiane du CDI. La médiane, c'est quand on coupe au milieu. Hein, on prend tous les CDI en France et on coupe au milieu. Ce n'est pas la moyenne. On est à 28 mois. C'est énorme. C'est-à-dire que chiffre URSSAF à la clé avec les déclarations uniques d'embauche. On est à 28 mois. 2019. Je ne parle pas de 2020, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais 2019. Ça veut dire que le milieu des CDI, c'est 28 mois. Et on a aujourd'hui à la fois des institutions et des financeurs qui considèrent que l'engagement doit être de longue durée. On n'est plus dans un système d'engagement à 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire 1 an. On est sur un engagement un temps. C'est-à-dire que l'engagement, il est en CDD aujourd'hui. Quasiment pour tout le monde, pour tout. Et quand on voit des CDD à 2 ans, voire peut-être un petit peu plus pour certains, pour les plus de 50 ans, par des CDD plus longs, la médiane est à 28 mois. Ça veut dire que le CDI, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? La médiane, il y en a qui sont jusqu'à toute la vie professionnelle et d'autres qui sont effectivement sur 1 an, voire moins. Hein. Mais ça interroge la question de l'engagement, de la réversibilité. La réversibilité, c'est la liberté. Et il y a d'autant plus d'engagement qu'il y a de liberté. On peut revenir en arrière. Une des questions sur le vaccin est liée à la réversibilité. Une fois que je l'ai fait, je ne peux pas revenir en arrière. Et soi-disant qu'il y a eu 48 pages, après on nous a dit non, il n'y a qu'une page, mais on voit bien qu'il y a un engagement par rapport à ça. Et pour revenir sur le premier point, évoquer l'intérêt personnel, alors faut pas, intérêt personnel pour moi c'est pas opposé à intérêt collectif, c'est-à-dire que j'y vois un intérêt, ça me rapporte quelque chose, donc ça peut être un intérêt perso, individuel, individualiste, mais ça peut être un intérêt collectif. Pour la communauté, pour la société, pour ma famille, pour les personnes autour, mais j'y gagne quelque chose. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les bénéfices différés, c'est-à-dire que pas les bénéfices dans la première journée de formation, mais à la fin de la formation, voire au milieu de la formation, si je prends la formation, sont plus forts, ont plus de valeur, ont plus d'importance que les coûts qui sont les coûts immédiats. Et là, il y a de l'engagement, quasiment pour tout le monde. L'arrêt de la cigarette, un régime, quand on questionne non pas les personnes qui ont échoué, mais les personnes qui ont réussi, ils ont tous en commun d'avoir la croyance que ce qu'ils vont gagner plus tard est plus important que ce que ça leur coûte dans l'immédiat. Une dernière petite question, justement, Sylvie,
Tiffaine, peut-être je propose qu'on passe au témoignage peut-être, et puis qu'on reprenne un petit temps de questions-réponses juste après le témoignage, si ça vous va. Donc effectivement, on voulait vous faire part en fait donc du témoignage de l'expérience Le Bus. Donc c'est dans le cadre d'un appel à projet du plan d'investissement dans les compétences sur le repérage des invisibles et avec un cofinancement de la région. Vous avez mis en place, Axel, un projet de bus itinérant pour aller à la rencontre des publics. Nous avons travaillé donc ensemble pour monter une petite vidéo pour mettre en avant les éléments clés sur ce qui se joue quand on va à la rencontre des publics. Avant de visionner cette vidéo, Axel, je vous laisse la parole peut-être pour que vous nous présentiez en quelques mots votre projet. Oui, alors l'idée c'était de proposer un dispositif qui pourrait aller à la rencontre des jeunes sur des territoires ruraux, pour des jeunes de 15 à 30 ans, et de créer du lien avec eux, les mettre en confiance et de les amener après, une fois que le lien est créé, les amener vers des structures de droit commun, vers les centres de formation, vers la mission locale, Pôle emploi, le logement, la santé. L'idée c'est vraiment d'être un relais et d'accompagner vers les structures existantes. Donc voilà, c'est pour les publics invisibles, hein, à savoir les personnes sans emploi et sans formation. D'accord, et je crois que vous portez ce projet donc, avec la MICEP. Oui, donc en fait la MICEP est porteur du projet. Nous, on est partenaire sur ce projet-là avec la MICEP et on a les communautés de communes qui nous suivent, donc Castambert, parce que ça touche Castambert Communauté et Ploërmel Communauté. On a aussi le CIDFF qui fait partie aussi du consortium. On a Douarnenez, avec qui on travaille sur la prévention des addictions. On a Daléa, on a beaucoup de structures qui nous suivent, la mission locale de Ploërmel, on a aussi la MFR de Castambert. En fait, énormément de structures qui font qu'on répond plus facilement aussi aux jeunes et on peut les amener vers ces structures-là. D'accord. Je vois sur le chat qu'il y a des personnes qui demandent votre nom, donc je le redis. Donc vous êtes Axel Goraguer. Voilà. Goraguer, et donc de la structure Relais Jeunes 56. 56. Je vous propose qu'on regarde le petit témoignage vidéo. Alors non, il n'y a pas que le bus. Le bus a quand même un impact, parce qu'il est très grand. Il fait 13 mètres de long. Donc déjà, il est visible. Et ça attire l'œil. Donc beaucoup de jeunes, déjà, passent autour. Ensuite, après, font le pas de rentrer dans le bus. Mais c'est surtout que derrière la façade du bus, on a 3 éducateurs qui interviennent en maraude. Ça veut dire qu'en fait, on va sur le territoire rencontrer les jeunes là où ils se trouvent. On peut être appelé aussi par les parents. On intervient à domicile si besoin, quand le jeune ne sort plus de chez lui. Ensuite, on a un réseau de partenaires qui est énorme. On est à peu près 150 à 200 partenaires. On est sur Instagram, on a un réseau Facebook, on est aussi en lien avec toutes les communautés de communes et les mairies. On est en lien avec chaque commerçant qu'on a été rencontré, qui lui-même connaît un jeune qui connaît un jeune, et du coup le bouche-oreille se fait comme ça. En fait, il faut savoir qu'un jeune satisfait, entre guillemets, enfin content en tout cas du service, ou content de la rencontre, en attire 10 autres. On est là, au même endroit, tout le temps. Et les jeunes nous repèrent, ils savent qu'on est là. Le fait de venir vers eux, ça noue en fait vraiment un lien différent. Et c'est surtout qu'il y a aussi des techniques d'approche. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça auprès de jeunes sans les avoir abordés d'une façon ou d'une autre. Il y a des codes établis. On n'est pas intrusif en fait. On attend que le jeune aussi ait envie de venir et que ça vienne de lui. L'idée, c'est vraiment de les réapprivoiser pour les amener vers ce retour à la formation et à l'emploi. Dire qu'il existe des choses. Parce qu'un jeune, si il nous demande des solutions et que derrière on ne lui donne pas ces solutions-là, il ne reviendra pas. Il n'y a pas d'intérêt. Il faut aussi qu'il y ait un intérêt pour lui et l'accompagner vers les structures qui sont nécessaires dans son parcours. Et là, vous pouvez être sûr que le jeune reviendra et sera content du service effectué et on ne le lâche pas après. Ça veut dire qu'une fois qu'il est en formation, on continue de le voir. Il revient nous voir toujours. Et derrière cette formation-là, il sait qu'on sera là. Pour moi, le fait que le jeune vienne dans le bus, il est déjà acteur. À partir du moment où il fait confiance à la personne en face, qu'il entame une démarche, il commence à construire son avenir et son projet. Après, nous, on est juste un relais. Ça veut dire qu'on l'accompagne vers ça, mais on ne le lâche pas. Il sait qu'il aura ce soutien-là et il va construire son projet.
la formation, oui, mais si demain il ne peut pas y accéder, y aller, s'il ne peut pas se loger, s'il ne peut pas entrer même dans la formation en termes de finances, il va arrêter au bout de 2 jours. Et ça, il le sait mieux que nous, puisqu'il l'a déjà fait. Donc l'idée, c'est vraiment de dépasser ses freins pour pouvoir l'amener au mieux. Et là, il devient acteur de sa vie. Il construit avec nous. Et nous, on est juste un maillon sur ce chemin, en fait. On va faire à partir de leurs besoins, de leurs demandes. On va co-construire avec eux, en effet, le début de parcours. Ce qui est important également, c'est d'associer en effet les partenaires à ça, parce que souvent, beaucoup ne veulent pas aller ou ne veulent plus aller dans certaines structures. Ce qu'on a imaginé, notamment au niveau de la formation, c'est que les personnes directement concernées, donc notamment les équipes pédagogiques, ça peut être en effet une formatrice qui vient expliquer ce qu'elle fait, comment elle travaille surtout, parce que les a priori au niveau de ces publics-là, ils sont liés à leur parcours scolaire qui est en règle générale assez chaotique. On a également réfléchi à ce qu'ils soient accompagnés par d'autres jeunes qui, eux, ont vécu, un parcours chez nous sur la formation qu'on propose. Concrètement, c'est dans le dialogue, la discussion, et lui montrer ce qui existe réellement. Et le lien, il va se créer, il va être très fort à un moment donné. Donc, effectivement, il va nous faire confiance. Et ce qu'on va lui proposer, la plupart du temps, il adhère. Voilà pour le petit témoignage vidéo. Je ne sais pas s'il y a eu entre-temps d'autres questions dans le chat, éventuellement pour Axel ou encore, j'imagine qu'il y a de nombreuses questions pour Agnès également. Tiffaine? Alors, j'ai plus des remarques sur le bus, mais moi j'ai une question qui était posée avant le bus, mais qui pourrait tout à fait correspondre. Est-ce que l'engagement est différent en fonction des générations? Est-ce qu'on peut parler est-ce que par exemple les fameux critères, est-ce que la notion de confiance, la notion de contrôle est différente chez un jeune par rapport à une personne active ou pas? Alors je sais pas si. Je pense qu'on peut penser aux jeunes là. En fait, moi je dirais qu'il n'y a pas de différence d'âge. Une fois que le lien est établi, alors évidemment, on a des jeunes de 15 à 30 ans dans le bus. 30 ans, on est déjà plus très jeune. Je dis pas ça pour ceux de 30 ans, mais on n'est plus trop jeune à 30 ans et pour autant, on voit bien que le lien doit se faire malgré tout. On a aussi des personnes plus âgées qui montent dans le bus et qui des fois nous demandent un petit coup de main. Je dirais que une fois que la confiance est là, après, il ne faut pas se leurrer, le facteur temps est nécessaire. Ça veut dire qu'une fois que la personne est montée dans le bus, sa vie ne va pas se révolutionner du jour au lendemain. Elle va revenir nous voir, on va vraiment retisser ce lien-là et l'ouverture, lui montrer qu'il existe des solutions, qu'il existe vraiment des structures. Et après, vraiment l'accompagner vers ces structures-là, tout va se jouer. L'âge n'a pas vraiment d'importance. Alors évidemment, les jeunes sont un peu plus réticents, mais je dirais que les plus âgés aussi. Quand on a eu un parcours déjà avec beaucoup de formations, peut-être des emplois, des difficultés, des échecs, le jeune, il n'a pas encore vécu tout ça. Il a peut-être une résistance un peu, je dirais, à aller vers les structures, mais la personne plus âgée aussi. C'est une remobilisation personnelle, c'est une estime de soi, c'est retravailler sur ses capacités et même on irait on n'est plus nous sur les compétences, mais vraiment aller travailler sur ses talents, ses qualités, ce qu'on a au fond de nous et vraiment les redévelopper. Alors on est vraiment là-dedans. Ça veut dire que du dialogue va se créer cette confiance et va aussi se créer cette estime de soi, ce travail en permanence qu'on peut faire avec le jeune ou la personne plus âgée. Et ça, voilà. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Et ça amène un travail après. Agnès, de votre côté, par rapport à ces questions de génération, il y a une autre question d'ailleurs qui vient d'arriver qui complétait un petit peu, qui disait effectivement se remobiliser quand on a justement un certain âge en fin de parcours professionnel. C'est difficile de se projeter et d'en voir le bénéfice quand finalement il reste peu d'années à travailler. Alors, c'est du coup une problématique un tout petit peu différente pour travailler sur ceux qu'on appelle les plus de 50 ans aujourd'hui. Alors les seniors, pour Pôle emploi, ça commence à 45 ans, donc on va dire les plus de 45 ans. Il nous reste en moyenne 20 ans à travailler, donc du coup ça va 20 ans, on y consacre quelle énergie, quel engagement, quelle mobilisation. On voit que certains financeurs de formation, ils réfléchissent à 2 fois quand quelqu'un qui a 58 ans veut faire une formation en disant est-ce que ça vaut le coup qu'on mise
on mise de l'investissement de l'argent pour quelqu'un qui a plus ou moins de temps à travailler. Donc les questions à un moment donné d'engagement, elles sont pour tout public. Pour revenir sur la question des jeunes, de la confiance, plus le public est jeune, plus il fait confiance aux pairs et à IRS. Je voulais en parler après, du coup je le zappe, je l'amène maintenant. Il fait confiance même aux experts, EXPIRS, mais c'est pas propre à la jeunesse, c'est propre à tout le monde. Mes parents qui ont bientôt 80 ans sont pas encore là-dedans, mais quand même pas loin. C'est-à-dire qu'ils vont regarder sur Internet ce que les gens ont dit. Alors en ce moment, dans les restaurants, ça marche plus, mais d'autres systèmes. Donc, ils sont pas nés avec ça et pour autant, ils y vont. C'est-à-dire qu'on a un principe qui est extrêmement présent, c'est la recommandation. Et dans ce qu'a amené Axel dans la vidéo, je trouve que c'est un élément important. C'est en gros les experts EXPIRS qui viennent à un moment donné, produire le processus d'engagement. Les missions locales y ont réfléchi avec des ambassadeurs, avec des jeunes services civiques. Beaucoup de structures se disent, mais à un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler plutôt avec les témoins qui ont vécu qu'avec les experts EXPERTS? Et à travers la Covid-19, on le voit aussi. Est-ce qu'on écoute aujourd'hui les spécialistes ? Ou est-ce qu'on se dit que les spécialistes, ils veulent nous vendre un vaccin, ils veulent produire quelque chose, je ne sais pas si vous voyez tout ce qui... Je reviens avec la méfiance, hein. Méfiance, confiance. Et on fait aujourd'hui d'autant plus confiance à ceux qui sont passés par là qu'à ceux qui savent, mais qui n'ont pas le vécu. Ce qui fait que certaines mamans doutent d'une préconisation d'un pédiatre ou d'une pédiatre et vont aller voir sur Internet s'il n'y a pas d'autres mamans qui ont été confrontées à la même chose. Je prends tous les... C'est pas le registre de la formation, hein, c'est d'autres registres. Donc, je trouve que c'est intéressant dans ce qui est proposé sur le bus itinérant, c'est l'importance du coup des experts à IRS dans le processus d'engagement. Parce qu'ils sont passés par là, on va les écouter. Weight Watchers, les alcooliques anonymes, ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Donc, les pairs comme vecteurs d'avis. Et si vous choisissez quelqu'un sur Blablacar, vous choisissez, je ne sais pas, un appart, une maison cet été pour les vacances ou peut-être pour le ski Airbnb, vous allez regarder les notes, vous allez regarder les avis. Alors, on sait que ça peut être tronqué, mais il y a une importance considérable à la recommandation et plus le public est jeune, plus il est sensible à ça. Plus il a l'habitude d'être dans ce registre-là, d'évaluation et effectivement de regard d'expert. Et pour oui. Et pour reboucler sur cette question de génération et de critères dans l'engagement, est-ce que les critères, on peut les prioriser? Et si on peut les prioriser, est-ce qu'on peut les prioriser par rapport à l'âge, on va dire, entre guillemets, des engagés ou pas du tout? Il n'y a pas de priorisation des critères? Non, c'est une combinaison, c'est une formule. Et chacun a sa formule. Moi, je vous en ai présenté 6. Il y en a plein d'autres. Ça me semblait être aujourd'hui les 6 les plus importants de toutes les études qu'on a pu mener avec André Chauvet sur le public jeune, le public adulte, des bénéficiaires du RSA, des invisibles qui viennent plus effectivement dans les structures. Ils viennent plus et ils disent souvent parce qu'ils y croient plus. Donc ça veut dire quoi ne plus y croire? Ça veut dire qu'on considère qu'on n'a pas d'avenir? Ben non, certains considèrent qu'ils ont un avenir, mais ils ne croient plus dans les structures. C'est-à-dire qu'il y a une défiance à l'égard de l'institution. Donc je ne l'ai pas mis dans mes facteurs, mais je l'avais amené au début. Je pense que la question de la confiance qu'évoque Axel, elle est centrale. Et elle est centrale avec certaines conditions pédagogiques. J'y reviendrai juste après. Notamment, une condition, c'est quelle place on laisse aux bénéficiaires. Aujourd'hui, on ne veut plus être sujet, objet de quelque chose. On veut être auteur, acteur, scénariste, en gros, de sa vie et de ce qu'on peut mettre en œuvre sur le champ de l'accompagnement, de la formation. Merci Agnès. Vous êtes déjà en train de faire une bonne transition sur la partie 2, effectivement. Je vous propose qu'on passe à cette partie 2. Vous aurez de nouveau un temps de questions-réponses à la fin de cette deuxième partie. Donc, sur la partie 2, on va maintenant se pencher donc, sur la formation. Et donc, comment faire en sorte que les formations soient adaptées au public, en phase avec leurs besoins et leurs usages? Est-ce qu'il faut adapter les modalités, les contenus? Est-ce qu'il faut revoir nos postures pour pouvoir être plus en phase avec ces besoins?
Alors, le choix qu'on a fait avec Sylvie et Tiffaine, c'est un découpage, on va dire, un petit peu arbitraire. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, on va traiter l'engagement et de l'autre côté, on va traiter du coup l'objet de l'engagement. Donc, la deuxième partie est vraiment sur l'objet de l'engagement. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on repère un défaut d'engagement aujourd'hui du public pour la formation, qu'il soit jeune ou adulte. Hein. Les régions font remonter aux organismes de formation, aux accompagnateurs, mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent pas, qu'ils ne viennent plus, qu'ils viennent moins, hein. Donc cette question-là, elle est nationale, elle n'est pas pour effectivement la région Bretagne. Donc on va essayer de voir l'objet lui-même de l'engagement, la formation. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a l'impression que la formation génère de moins en moins d'appétence. Alors je vais utiliser un autre terme pour pas confondre avec les éléments d'avant qui concernent l'engagement. L'appétence, c'est-à-dire que naturellement, le public y vient moins. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y vient moins et qu'est-ce que surtout on pourrait faire? Donc, moi, je voudrais aller sur une dimension positive, même si je vais éclairer par quelques éléments négatifs, par quelques retours, effectivement, de public. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer dans notre système de formation pour développer un petit peu plus d'appétence du public, en général, pour la formation? La formation visible, la formation qu'on peut répertorier. Parce que quand un jeune, par exemple, ou un moins jeune, est sur YouTube en train de regarder une vidéo, peut-être qu'il se forme. Mais ce n'est pas considéré comme de la formation. J'ai voulu faire une galette ce week-end et je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais faire ma pâte feuilletée. Je suis allée sur Internet et j'ai cherché un tuto pour faire de la pâte feuilletée. J'ai appris à faire de la pâte feuilletée. Est-ce que je me suis formée? Oui. Est-ce que j'ai développé des compétences? Peut-être un tout petit peu. Il faudrait voir le résultat. Mais en tout cas, je me suis formée, sauf que personne ne sait et c'est répertorié nulle part. Et on va voir qu'on est dans un processus de formation qui gomme une partie des actions de formation et qu'on aurait peut-être intérêt à arrêter de parler de formation et parler d'apprenance. Je ne sais pas si le terme vous parle un petit peu, mais en gros, il y a bien plus que les formations dans les organismes de formation qui produisent de l'apprenance et que l'enjeu est peut-être demain l'apprenance, en tout cas sous toutes ses formes. Donc, je vous propose qu'on aille zoomer du coup sur 4 dimensions. Vous avez vu, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai 20 minutes à peu près à chaque fois. Donc, j'essaie de faire des choix. Les 4 dimensions qui me semblent importantes aujourd'hui et au regard de ce qu'on vient de vivre dans l'année 2020, la première chose, c'est le processus de formation, le mode opératoire, le parcours de formation, donc tout ce qui est de l'ordre du process. Le deuxième point qu'on abordera ensemble, ça concerne les modalités. Ce n'est pas tout à fait pareil. Les modalités au sens de ce qu'on peut mettre en œuvre en termes de mode d'intervention, de lieu et de temporalité, la pédagogie. Et du coup, je traiterai la question de la posture en même temps que la pédagogie. Et puis, la question de l'information et de la communication, qui peut, en tout cas, ces deux éléments peuvent paraître moins importants, mais ils sont essentiels parce que c'est là qu'il peut y avoir d'emblée appétence ou pas. Ça ne sert à rien de multiplier les plaquettes d'informations sur la formation aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que le public accède à l'information, à la communication. Je ferai référence à la FEST, je pense que ça parle à tout le monde. Donc, le premier élément sur le processus de formation aujourd'hui, il est à re-questionner sur au moins 3 axes. Le premier axe, c'est l'accessibilité. Et je voulais faire référence à une étude. Je travaille beaucoup avec la Normandie, donc je suis désolée, je suis de l'Est de la France, mais je fais référence encore à la Normandie. L'animation régionale des missions locales de Normandie qui a fait un sondage, une grosse étude auprès de 2000 jeunes accompagnés par la mission locale sur la question de la formation. Et ces jeunes disent plusieurs choses. La première chose qu'ils disent, en fait, la formation, c'est un ralentisseur. C'est un ralentisseur par rapport à l'emploi. C'est-à-dire que ça ralentit la possibilité d'accéder à l'emploi. Je ne le pense pas, mais leur pensée, c'est de dire que c'est un temps qui empêche d'accéder tout de suite à l'emploi. 1 sur 2 s'estime suffisamment formé pour trouver un emploi. Donc, ils considèrent qu'ils savent ou qu'ils se débrouilleront en situation. Pour 84%, ils trouvent que la formation, elle est trop longue. Pour eux, le modèle idéal, c'est 3-4 mois. Et puis, surtout, que le délai pour accéder à une formation est trop long. Quand en mettant sur Internet faire une pâte feuilletée, dans la seconde, j'ai plusieurs tutos pour pouvoir réaliser ma pâte feuilletée. Donc, je voulais simplement donner quelques chiffres propres à une région, et puis de 2000 jeunes, hein, c'est pas énorme, mais ça montre premièrement que dans le processus, il faut réfléchir à l'accessibilité. Pour beaucoup, aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Ça a été dit par Axel.
Il faut qu'il y ait la possibilité de confiance, mais surtout, il y a plein de verrous sur la formation. C'est hyper sélectif. Je ne critique pas les organismes de formation, hein, loin de là, je suis organisme de formation aussi, mais du côté du public, il y a effectivement trop de verrous. L'attente est trop longue pour pouvoir accéder. Sur certaines formations, on peut attendre 9 mois. 9 mois aujourd'hui, en 2021, après l'année 2020, ça ne tient pas. Ça ne colle pas pour une majorité. Alors on va dire, oui, les plus motivés tiendront. Non. Ça n'a pas à voir avec effectivement la question de la motivation. Donc, premièrement, l'accessibilité, la durée, je l'ai évoqué. La moyenne aujourd'hui acceptée pour la majorité de la population, c'est 3-4 mois. Et on va voir qu'on va mettre en concurrence aujourd'hui des parcours longs, si je peux l'exprimer comme ça, à travers boulanger, ouvrier de boulangerie, en boulangerie. Pour être boulanger aujourd'hui, CAP de 2 ans. À travers la FEST, Action de formation en situation de travail, on peut être ouvrier en boulangerie dans une boulangerie, alors je ne vais pas dire industrielle parce que c'est négatif, mais Ange, Marie Blachère, si ça vous parle, je pense qu'il y en a autour de chez vous. Et on a une formation de 110 heures et on devient ouvrier en boulangerie. Donc ça réinterroge la question, bien sûr, de la pédagogie, de ce qu'on apprend. Est-ce qu'on forme métier? Est-ce qu'on forme poste? Est-ce qu'on forme emploi? Mais pour une partie de la population, devenir boulanger n'a pas toujours un sens. Et puis pour une autre partie, au contraire, devenir boulanger, être artisan, faire son pain du début à la fin, avec la commande de la farine chez le meunier jusqu'au moment où on vend son pain, a du sens. Mais je ne sais pas comment est développée la FEST dans votre région, mais sur la Bourgogne-Franche-Comté, dans ma région, il y a un développement de la FEST et c'est vraiment via en concurrence. Du coup, ça réinterroge l'accessibilité et la durée. Troisième élément, l'inédit. Ce qu'attend aujourd'hui, ce qu'attend le public, c'est la personnalisation. On en parle depuis des années, l'individualisation de la formation. Ça va au-delà. C'est quelque part, elle est pour moi. Donc, si elle est pour moi, on y met quoi dedans? Et par exemple, les conseillers en formation, l'AFPA, il y en a peut-être parmi vous, la RIG Bâtiment, si ça vous parle, ils ont développé des fonctions de maître d'œuvre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont mettre en place un parcours ad hoc, un parcours vraiment adéquat en termes de durée, de modalité, de mode, de rythme, avec donc un parcours qui est bien singulier à la main de l'apprenant. On en parle depuis des années, c'est pas nouveau. Ça devient extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les gens souhaitent personnaliser. Ils achètent une voiture avec des rétroviseurs bleus, un toit à damier. Donc, ils personnalisent, customisent tout. On customise les tasses, on customise son tapis de souris. Donc, on met quelque part à sa main. Donc, la question de l'inédit est l'essentiel. Et puis, juste petite illustration par rapport à ça, on va voir son conseiller clientèle en banque en quoi? Eh bien, on va voir son conseiller clientèle en banque quand on est face à une situation complexe. Le reste, on se débrouille. On fait tout seul. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir accès à quelqu'un qui sait mieux que nous dans les situations non complexes, donc dans les situations, on va dire, qui ne sont pas inédites. Je ne sais pas si ça vous parle un tout petit peu. L'idée demain, c'est peut-être que la formation, le formateur devient un peu un courtier, comme les courtiers en assurance, un courtier de quelque chose. Je ne sais pas si les termes, ça peut être un peu provoque, on y reviendra si vous souhaitez. Troisième axe, la pédagogie. La pédagogie avec 3 dimensions, l'usager contributeur, je l'ai évoqué tout à l'heure, comment le public peut être plus encore qu'aujourd'hui partie prenante du contenu, partie prenante du déroulement, être associé à la construction. Alors, sur toutes les actions de formation, ça ne peut pas le faire. Hein. Si je vais être formée ébéniste et que j'ai envie de travailler le carrelage, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut rester dans un cadre. Mais l'usager, beaucoup plus contributeur avec, en gros, le développement du pédagogie inversée, Montessori, si ça vous parle, d'être dans des logiques où il est plus acteur de quelque chose. C'est-à-dire qu'on commence par le faire, je vais venir juste après, et on amène la théorie après. Et puis, l'importance de la pédagogie. Alors, la pédagogie, c'est quoi? C'est l'apprenance entre pairs. Comment on peut essayer de développer l'apprenance entre pairs, et ça fonctionne dans plein de domaines, vous avez sûrement plein d'exemples. Le deuxième axe sur la pédagogie, c'est la mise en scène. Est-ce qu'on ne devient pas, en tant que formateur ou organisme de formation, un peu scénariste? La mise en scène, elle a d'autant plus d'importance aujourd'hui que tout se met en scène sur Instagram, sur en gros tous les réseaux sociaux, on met en scène ce qu'on est en train de manger. Moi, le registre de la mise en scène, c'est comment on scénarise, comment on construit un escape game pour apprendre quelque chose. Un serious game, si vous voulez, peu importe, hein, mais comment on décentre le public avec une base ludique où il y a une mission. Ce qui va nous être présenté tout à l'heure par Élise et Nancy, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a réellement, pour moi, une scénarisation, mais pas une scénarisation
au sens d'un film, au sens où on invente effectivement en situation, on utilise des médias qui sont effectivement des médias utiles. On fait du détournement pédagogique. Et la mise en scène est essentielle dans l'accompagnement comme dans la formation. Le dernier axe sur la pédagogie, il y en a plein d'autres, mais je fais le choix de 3, c'est la dimension expérientielle. En gros, pensée terrain, pratico-pratique. On parlait tout à l'heure de la différence avec les publics. Les jeunes Z sont dans l'expérimentation à fond. On est Z quand on a entre 8 ans et 24 ans aujourd'hui. Public mission locale, public aujourd'hui avec des financements, un jeune, une solution. Expérimentation avec le droit à l'erreur. Se tromper fait partie d'apprendre comment on réintroduit le droit à l'erreur, avec un temps de retour d'expérience qu'on appelle aujourd'hui réflexivité. Tout ça, c'est présent dans la FEST. Et puis l'idée de la reconnaissance, de la valorisation. La région d'à côté travaille beaucoup sur les open badges. Comment tout ce qu'on fait dans l'apprenance permet d'être, si ce n'est pas badgé, en tout cas reconnu, valorisé. Avec une dimension aujourd'hui très simple pour le public, l'opérationnalité. Comment on pense opérationnel? C'est-à-dire qu'on puisse effectivement développer des compétences, apprendre, mais pour pouvoir faire. Et la majorité de la population, j'ai pas insisté tout à l'heure quand j'ai parlé du temps, rapport au temps modifié, c'est le tout de suite. Alors, on devient moins patient, mais le tout de suite, c'est qu'il faut que ça me serve maintenant. Et on est en période un peu particulière, mais en 2019, les formations nouvelles qui ont très bien fonctionné, c'est celles où tu apprends, par exemple en cuisine, faire un cours de cuisine, mais je fais en même temps. Pourquoi Cyril Lignac, il a battu des records sur M6 le soir, je ne sais plus, vers 19h, parce qu'il a fait à manger en même temps. Parce qu'il a appris à faire un foie gras à la vapeur, peu importe. Mais si vous avez regardé, si vous n'avez pas regardé, juste une illustration, je ne fais pas de pub pour M6, loin de là, mais c'est le faire avec la dimension opérationnelle. Et puis, je voudrais terminer avec l'information et la communication sur la formation, avec 4 dimensions. La première, c'est la simplification. Plus c'est complexe, moins on y va. Aujourd'hui, on dit c'est 3 clics. Au-delà de 3 clics, on ne va pas plus loin. Et je vous inviterai à regarder ce qu'a fait l'OPCO Acto pour faire des vidéos pour permettre de comprendre la FEST. C'est une vidéo de 3 minutes, un petit peu détournée, décentrée, mais qui permet de comprendre l'action de formation en situation de travail, il y a quoi dedans. Donc je pense que l'idée, avec les informations importantes et la pensée brève, permettent plus facilement d'accéder à de la formation. Vous avez peut-être ou pas, je ne sais pas, un numéro vert. Il y a des régions où il y a un numéro vert, on appelle, on a de l'information. Par contre, quand on cherche de l'information sur la formation, ça peut être un peu compliqué. Illustration avec un jeune homme qui peut être embauché par son employeur. Il a 21 ans, il n'a aucune expérience technique. L'employeur s'occupe du traitement de l'eau, notamment Culligan, si ça vous parle, voilà, ce registre-là. Et puis, il cherche une formation pour lui donner les bases. Et l'employeur se pose la question, je vais où? Donc, il est allé sur Internet, il est allé sur le Cariforef, ce n'est pas de votre région, mais sur le Cariforef, il a trouvé plein de formations. Et il a appelé, on lui a dit il y a une information collective, mais pas avant le mois de mars. Ça veut dire qu'il est un jeune qui peut prendre en contrat de professionnalisation. Là, tout de suite, tout est fait. Il n'y a plus de question d'insertion d'emploi. Et on lui dit, donc il a contacté 3 organismes, on ne fait rien pour l'instant. On ne va pas relancer de formation, notamment électricité, plomberie, ainsi de suite. Donc, il fait quoi? Et là, on voit que c'est l'engagement du public, mais c'est aussi l'engagement de l'employeur. La question de la simplification, la question effectivement de l'accès à la formation basique, qu'est-ce qu'on peut déjà travailler avec lui en attendant peut-être une information collective. Autre élément, donc il y en a 4. Le deuxième, c'est la crédibilité. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Les informations, les données sur la formation sont passées au crible de la crédibilité. Est-ce que je peux y croire? Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit? Est-ce que c'est sûr? Ça veut dire que le capital réputationnel, alors je vais le dire comme ça, de la formation, de l'organisme de formation, c'est un enjeu aujourd'hui. Juste illustration du CPF. À partir du moment où je fais une formation en utilisant mon CPF, là je ne parle pas de public éloigné en général, et que je note l'organisme, qu'est-ce que je note, qu'est-ce qui est mis en avant, qu'est-ce qui va m'aider demain à m'engager. Et la question de la crédibilité, elle est vraiment importante, c'est-à-dire est-ce que ce qui est écrit là est crédible? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Plus on est dans le doute, plus c'est compliqué. Qui va aider à amener la crédibilité? Le principe qu'on a évoqué tout à l'heure, les experts qui vont redonner confiance, experts UXPIRS, c'est-à-dire que ceux qui sont passés par là, le témoignage, c'est-à-dire que ceux qui peuvent nous inspirer et à qui on peut faire confiance vont nous amener une information et une communication qui n'est et moins filtrée
donc qui apparaît tout de suite beaucoup plus crédible. Le dernier élément, c'est ce qu'on appelle les bénéfices singuliers. Je vois beaucoup d'informations et de communication sur la formation qui met en avant les caractéristiques et les avantages de la formation, mais peu les bénéfices. Je ne sais pas si on peut faire la différence entre les trois. Je vais essayer d'illustrer avec le micro-ondes. Le micro-ondes a plusieurs caractéristiques, dont une caractéristique, c'est de la cuisson, notamment avec des ondes et de la vapeur d'eau. Ça, c'est une caractéristique du micro-ondes. L'avantage, c'est qu'il cuit vite. OK. Mais ça concerne tout le monde. Je m'en fous. C'est intéressant, mais ça ne va pas m'aider quelque part à m'engager. Par contre, de savoir que quand mon fils me dit « Maman, j'ai oublié de te dire, il faut faire un gâteau pour l'école », et qu'en 9 minutes, je peux faire un gâteau au chocolat, là, ça va devenir intéressant. Ça veut dire qu'en termes de com, il faut qu'on puisse s'appuyer sur ce qu'on appelle les bénéfices singuliers. C'est-à-dire que ce que ça va permettre à chacun, et pas les avantages en général. Je peux le faire avec le TGV. Hein. Le TGV, en gros, le train à grande vitesse, OK, il va vite, c'est une caractéristique. L'avantage, c'est qu'il peut relier Belfort à Paris en 2h20. Ouais, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui va être intéressant? Moi, je peux partir de chez moi le matin et rentrer le soir. Alors qu'avant, j'avais 4h30 et je suis obligée de partir la veille. Je passe l'idée du singulier, c'est ce que ça va m'apporter. Et là, je fais le lien avec les bénéfices, c'est-à-dire que la communication sur la formation, et là, je ne suis pas sur la pédagogie et tout ça, doit donner à voir ce qu'on peut gagner individuellement, singulièrement. Et ça, c'est compliqué en termes de com. Ça veut dire que peut-être il faut passer par un sondage, peut-être il faut passer par les témoignages qu'on a évoqués tout à l'heure, mais la crédibilité est pas liée à ça m'a plu, c'était intéressant, mais à ce que ça a permis après, même si c'est pas transformé, c'est-à-dire que je me suis formée en tant que chauffeur routier, je suis plus chauffeur routier, je travaille dans un centre de logistique, mais voilà ce que ça m'a permis. Je m'arrêterai là-dessus. Si je suis dans les temps où c'est bon. C'est parfait, Agnès, vous êtes vraiment dans les temps, c'est très riche, c'est aussi très dense, je pense. Je vois aussi le retour des participants, donc c'est vrai que c'est bien, comme ça on a le temps de prendre aussi quelques questions et puis d'approfondir, parce qu'effectivement il y a vraiment beaucoup de thématiques qu'on souhaiterait aborder et approfondir avec vous. Donc, on est très bien, on est dans les temps. Ce que je vous propose, c'est, puisque vous l'avez évoqué, on va peut-être laisser la parole donc à Prism pour présenter donc son initiative. Et puis, on prendra le temps de questions-réponses par la suite. Donc, juste le dispositif que va présenter Prism, il est donc financé dans le cadre de la région Bretagne. Donc, c'est un dispositif qui s'appelle Prépa Avenir Jeune. Et donc, Prism a mis en place donc, ce projet autour d'une activité support autour de la réparation de smartphones et de tablettes. Donc, je voulais juste préciser qu'effectivement, par rapport à ce que vous disiez sur les différents dispositifs, c'est dommage que Olivier Godin ne soit plus là pour pouvoir répondre et présenter un petit peu les dispositifs de la région. Mais effectivement, notamment dans Prépa, on a vraiment bien une phase… les contenus sont très individualisés. Il y a vraiment, je pense aussi au niveau des pouvoirs publics, une réflexion qui va dans le sens de ce que vous êtes en train de nous partager aujourd'hui. Et puis, par rapport à la notion d'engagement, je crois que c'est intéressant de le ressouligner aussi dans le prépa Avenir Jeune. Il n'y a pas une notion d'engagement sur la durée de l'ensemble du dispositif, mais bien une phase en quelque sorte de test. Donc, ce qui peut être aussi intéressant, on va le voir avec le projet donc Phone Repair que va nous présenter donc Élise Biré. Élise, je vous laisse la parole. Merci. Alors, dans ce projet, l'apprentissage des techniques de base de la réparation de smartphones et tablettes intègre, j'allais parler au passé, mais intègre, puisqu'il va y avoir une deuxième expérimentation, intègre complètement la prépa Avenir Jeune sous forme d'activité support. Cette démarche, elle appuie en fait les objectifs d'insertion des jeunes et finalement le travail autour de la définition du projet professionnel des jeunes prépa. Donc on parle bien des jeunes de 16-25 ans. L'objectif, c'est clairement ça. C'était vraiment une activité support qui vient susciter l'engagement des jeunes. C'était vraiment l'objectif de base. D'accord, merci Élise. Ce que je vous propose, c'est qu'on visionne donc ensemble la vidéo qu'on a préparée. Dans cette vidéo, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'était ce qui se joue vraiment pour les publics, donc au niveau de l'entrée en formation, lorsqu'on leur fait vivre une expérience concrète et comment on leur donne envie de poursuivre. Donc, je vous laisse regarder la petite
vidéo. Pour la phase de dynamisation, donc on a à peu près 4 semaines pour travailler la dynamique collective qu'on essaye de mettre en place. C'est une phase qui nous semble être primordiale parce qu'elle permet à chaque individu de faire groupe, de trouver aussi son propre rythme. Ça permet également de donner une direction commune et à chacun de pouvoir comprendre vers quoi il a envie d'aller et comment on peut les amener vers. C'est vraiment un moment où on est dans l'interconnaissance, on est dans la mise en mouvement et puis sur la compréhension de la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences et l'envie d'acquérir ces nouvelles compétences. On redécouvre le fait d'apprendre. Après, on est OK pour apprendre. Et là, ça veut aussi dire que ça nécessite pour la personne de comprendre qu'on ne s'assoit pas sur des acquis, mais que ces acquis, il faut les maintenir et les faire progresser. Et après, le dernier espace, une fois qu'on a compris tout ça, c'est comment on entreprend sa vie future et professionnelle. Il est important aussi de faire comprendre qu'il est possible de progresser tout au long de sa vie. On va leur faire une présentation, mais finalement, il sait qu'il va s'embarquer dans une aventure, mais tout est un petit peu conceptuel finalement pour eux. Et c'est vraiment sur la phase de dynamisation au démarrage, sur la prépa Avenir Jeune, qu'ils commencent à prendre conscience des enjeux de la formation, des contenus de formation et finalement du sens que va prendre l'outil support réparation de smartphones et tablettes dans son parcours de formation. À faire ensemble et puis faire avec ses mains aussi. Enfin, la technicité, elle était primordiale dans la motivation. Il y avait de l'appétence et puis certains venaient sans forcément de projet professionnel défini, comme c'est souvent le cas, voire pas forcément de domaine préétabli ou projeté, mais il y avait la curiosité d'eux. Ils ont tous beaucoup appris, ils ont pris un grand plaisir à faire ensemble, à se retrouver, à être aussi dans la découverte pour certains d'un domaine qu'ils ne connaissaient pas vraiment autre que l'utilisation quotidienne de l'outil. Puis on a valorisé un maximum leur savoir-faire lors des ateliers techniques. La question de transférabilité de compétences, ça c'est un autre domaine où là, pour les jeunes, de manière générale, c'est assez difficile, et on peut le comprendre, d'imaginer qu'on peut apprendre une technique, mais que les compétences apprises puissent être utilisées dans d'autres champs et d'autres domaines. La question de la minutie, de la patience, de l'organisation, de la rigueur du travail a pu les emmener vers d'autres champs où ces compétences développées pouvaient être transférées. Et ça a été aussi quelque chose qui a résonné pour beaucoup d'entre eux. J'aurais envie de vous parler de Gwendal, qu'on accompagne aujourd'hui sur l'accompagnement à la qualif. Gwendal a un profil un peu particulier parce que le plus âgé du groupe, qui est quelqu'un de très très introverti. Et pour le coup, la phase de dynamisation a permis de comprendre à Gwendal qu'il avait envie de rester, mais c'est pas là où ça s'est joué pour Gwendal. Gwendal, la semaine de retour en formation, directement les deux pieds et surtout les deux mains en atelier technique, ça a été une révélation incroyable, tant en termes de posture que surtout en termes de posture, parce qu'on a découvert un jeune homme introverti d'un côté qui s'est transformé en très bon pédagogue, en accompagnant pour les formateurs. Voilà pour les petites 5 minutes où on souffle aussi un petit peu en regardant ces belles initiatives qui sont à la fois très intéressantes et assez originales. Donc, je suppose qu'il y a eu beaucoup de questions encore dans le chat. Je ne sais pas, Tiffaine, si tu peux nous en sélectionner peut-être quelques-unes à la fois, effectivement, pour Prism et puis pour Agnès Sédet.
Oui, alors moi je voudrais rebondir alors sur quelque chose qu'on a abordé depuis le début. Quand on parlait d'engagement, on est beaucoup revenu sur l'individu, la personne. Et ce qui m'a intéressé là dans le petit film sur Prisme, c'est que plusieurs fois j'ai entendu la notion de faire, savoir-faire, mais aussi surtout faire ensemble. Donc l'engagement était d'autant plus, on va dire, prégnant que les jeunes étaient ensemble. Donc là, il y a aussi la notion de pair aussi, je pense. Oui, bah effectivement, tout à fait. Hein. C'est vrai que la première, de toute façon, la prépa Avenir Jeune, c'est une action collective. Et c'est vrai que les jeunes se sont montrés, en tout cas, vraiment solidaires dans cet apprentissage. Dans ces apprentissages, finalement, la technique de réparation de smartphone, c'était quelque chose de nouveau. Et tout le monde était au même niveau, avec une envie d'y aller, une curiosité, mais finalement, on ne sait rien, on ne connaît rien, on n'a pas fait de stage, on est tous au même niveau. Et donc, ils ont appris ensemble, ils ont avancé ensemble, ils se sont beaucoup entraidés. Et c'est vrai que ce soutien et cette dimension collective était vraiment très intéressante sur ce projet. Très bien. On va rebondir aussi sur les données bretonnes. Une étude des missions locales en Bretagne se rapproche beaucoup des résultats de l'étude normande, je crois, Agnès, de tout à l'heure, par rapport notamment à la longueur des formations, entre guillemets, remises en cause par les jeunes, les délais trop longs d'accès à la formation. Alors moi, je voudrais rebondir justement sur une question par rapport à ça. Alors, on retrouve ça chez les jeunes. Est-ce qu'on retrouve ça chez les publics, on va dire, plus âgés, cette notion de délai, d'attente de formation plus courte? Et en même temps, et si on le retrouve, est-ce que c'est dû de façon plus générale à cette fameuse société un peu de l'instant que vous présentiez au tout début de votre intervention, Agnès? Juste du coup, peut-être pour prendre plusieurs questions, c'était un petit peu ce qu'on s'était dit. Je ne sais pas s'il y avait une question autour de la notion d'apprenance que Agnès a un petit peu évoquée au démarrage. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que ça aurait pu être un peu intéressant d'aller approfondir cette notion d'apprenance. J'ai vu que dans le chat, il y avait plusieurs personnes qui effectivement rebondissaient, abordaient en disant oui, l'apprenance, c'est un concept qu'il va falloir développer. Donc voilà, peut-être si vous voulez bien revenir un petit peu sur cette notion. Je pense que ça a été très bien illustré dans la vidéo parce que je pense qu'on passe de la formation à l'apprenance. En gros, la réforme précédente, pas celle qui est arrivée, du coup, qui a amené la loi Liberté de choisir son avenir professionnel en septembre 2018, mais la réforme précédente était sur la formation. Et celle qui a amené la réforme de la formation professionnelle, et cette loi, était plutôt sur le développement de compétences. Si on pousse un petit peu plus loin, le cran d'après, c'est l'apprenance. C'est-à-dire qu'on ne se pose même plus la question de savoir si c'est des compétences qu'on développe, si c'est des connaissances, mais en tout cas, on apprend. Et me semble que Edgar Morin, de ses dernières interventions, c'était de dire il n'y a qu'une chose qui est importante aujourd'hui, il n'y a qu'une compétence à développer, c'est apprendre. Et à partir du moment où on sait apprendre, on se débrouille dans la vie. Donc, je ne sais pas si on peut lui faire confiance, mais en tout cas, de par sa sagesse, ça pourrait être intéressant. C'est apprendre, mais j'y rajouterais en situation d'incertitude. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y ajoute aussi la société dans laquelle on est. Donc, l'apprenance, elle touche à tous. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la pâte feuilletée tout à l'heure, mais c'est pas une bêtise, c'est réel. Pendant la première période de confinement, on a vu une augmentation en gros des formations en ligne, c'est-à-dire qu'on a tous eu accès gratuitement à des formations qui étaient payantes jusque-là par le CNAM, différents organismes, et puis on s'est formé. Est-ce que c'est pareil qu'une formation dans un organisme de formation pendant 1 an et demi, pendant 2 ans? C'est pas la même chose, mais tout ça c'est de l'apprenance. Et je pense que on a intérêt aujourd'hui à essayer de développer des moyens d'acquérir d'autres manières de faire, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire d'acquérir, on ne sait pas faire, on va apprendre à faire, et d'être en mesure de le développer. Alors, entre pairs, avec des professionnels, en testant, et on voit qu'aujourd'hui, la question de l'expérience, c'est intéressant dans la vidéo, dans votre projet, c'est le faire. C'est-à-dire que ce qui est vraiment mis en avant, c'est faire avec ses mains. Mais une mission, on ne fait pas juste pour faire, on les répare, on leur redonne vie à ces smartphones. Si j'ai bien saisi, vous me direz toutes les deux, mais on leur redonne vie, c'est-à-dire qu'on a une mission
Alors, socialement utile, je ne dirais pas jusque-là, mais réparer et donner vie. Et on voit qu'aujourd'hui, une partie de la population, ça fait sens pour eux. De redonner vie, de réparer, on parle d'obsolescence de l'autre côté. Il y a un matériel qui est usuel, c'est-à-dire qu'il y a effectivement du concret. Et puis surtout, vous avez parlé de reconnaissance, de valorisation. J'ai vu tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait « Mais est-ce qu'on a des exemples d'open badge en dehors des salariés ?» Oui, on en a plusieurs. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus, vous pouvez contacter le directeur de la mission locale de Saint-Lô. En gros, c'est une mission locale Centre-Manche, s'appelle Nicolas. Je n'ai plus le nom de famille, mais bon, il s'appelle Nicolas, sans aucun souci. Il pourra vous parler de ces éléments. Il développe les open badges auprès des jeunes missions locales. C'est-à-dire que la mission locale devient, je mets les guillemets, un organisme de formation dans le sens où elle développe l'apprenance à travers le web média, par exemple. Il y a plein d'exemples partout, hein, mais je prends son exemple. Des émissions radio, des reportages, et ils arrivent aujourd'hui à avoir une petite radio du coup qui fonctionne. Et en développant des compétences que vous amenez, en tout cas dans votre projet, avec la question de la transférabilité. C'est-à-dire ce qui est utile aujourd'hui, si ça peut être utile demain à autre chose, je m'engagerai d'autant plus. Si ça peut m'être utile ailleurs. Donc, et c'est très bien dit dans la vidéo, c'est pas facile de savoir où sont les passerelles. Est-ce que ce que je fais peut être posé ailleurs, peut être disposé ailleurs? C'est-à-dire comment je peux, à un moment donné, transposer ce que je fais aujourd'hui, effectivement, quelque part. Oui, les maisons familiales et rurales aussi développent, effectivement, je suis d'accord, les open badges. La question de la reconnaissance, donc, il faut qu'on puisse penser des expériences qui permettent à la fois de faire, d'un retour sur le faire, et en même temps de la reconnaissance et de la valorisation au-delà de la certification. C'était posé, effectivement, tout à l'heure. Et puis, dernier élément, le ensemble. Les projets collectifs, les projets communautaires, la dynamique collective qui est effectivement évoquée dans votre approche, elles permettent au public, d'une part, pas être tout seul, mais de faire corps. Et on dit aujourd'hui, oui, une partie de la population, ils sont individualistes. En gros, quand il se passe quelque chose de négatif, ils passent à côté, ils ne regardent pas. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un projet commun, on peut effectivement embarquer une partie d'un public, d'un groupe, pour pouvoir faire quelque chose de socialement utile. Mais la mission socialement utile, elle est très importante. Puis, dernier élément, je reviens du coup sur votre vidéo, la souplesse du dispositif. Je ne sais pas, vous ne l'avez pas exprimé dans le détail, mais pour avoir accès à d'autres données, on n'est pas obligé de s'engager sur tout. On peut faire une partie, me semble-t-il, hein, vous me dites si c'est le cas. En tout cas, moi, dans le projet, il y avait une partie et on n'est pas obligé d'aller sur l'autre partie après. C'est tel que je l'avais… Sur la phase de dynamisation, effectivement, sur les dispositifs prépa à venir, je crois que vous pouvez compléter, Élise, mais effectivement, il y a une notion d'engagement qui n'est pas à 100% jusqu'au bout du dispositif. Élise, si vous voulez… En fait, la phase de dynamisation, elle dure 4 à 5 semaines. Et à la fin de cette phase de dynamisation, il y a un entretien tripartite. Et effectivement, c'est à ce moment-là que le jeune s'engage pour poursuivre la formation. Donc, il peut aussi prendre la décision d'arrêter. Nous également, on peut aussi, au regard du profil, aussi conseiller à la personne d'arrêter et de revenir éventuellement plus tard pour des raisons XY. Ce qui arrive très, très peu. Généralement, les jeunes qui terminent sur la phase de dynamisation s'engagent ensuite sur la fin du parcours. On est dans des processus d'engagement où on demande aux gens de s'engager sans avoir goûté, sans avoir testé, sans avoir quelque part vécu. Dans votre dispositif, on vit, on teste, et puis après, on se dit ça peut coller, ça peut pas coller, tous les facteurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, on a effectivement moins de risques de désengagement, même s'il y en a. Et je pense que le désengagement comme le décrochage sont des facteurs naturels dans notre société. Notre société qui ne fait plus de promesses ou très peu de promesses et est totalement incertaine avec des mouvements et des turbulences effectivement beaucoup plus présents. Tiffaine, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si tu as pu en repérer. Sinon, oui, alors une intéressante, c'est vrai que on parle de parcours un petit peu atypique, donc là c'est sur un public jeune, mais quelle est la perception du monde du travail, de l'entreprise, de ces parcours? Ou est-ce que l'entreprise est toujours centrée sur le diplôme ou maintenant davantage sur les savoir-faire? Je pense qu'on a de tout, hein. Tout dépend… on va dire, la spécificité de l'entreprise. Il y a des entreprises, je vais faire très caricatural, qui trouvent peu… Il y a des entreprises citoyennes, tout simplement. Donc, des entreprises qui veulent donner leur chance à un public qui
on aurait pu se trouver en difficulté à un moment donné. Ça, elles sont super aidantes dans les métiers dans lesquels on est. Il y a des entreprises qui commencent à ne plus regarder le diplôme, l'expérience, en tout cas des niveaux d'exigence liés au CV, mais plutôt, en gros, s'il est motivé, ça suffit. Je l'ai vu dans le chat, il apprendra sur le tas. Est-ce qu'elles sont naturellement comme ça ou est-ce qu'elles le sont parce qu'elles ne trouvent pas grand monde? En tout cas, elles ne trouvent personne. Vous avez vu sûrement aux informations, et il y a du coup, c'est dans ma région un boulanger qui a fait une pétition pour un jeune homme pour qu'il aille au bout de son CAP, qui est devenu majeur, du coup, qui ne peut plus rester sur le territoire français. Je ne sais plus de quel pays il vient, je ne me souviens pas. Et il évoquait que c'est le seul qui a accepté, du coup, de faire son apprentissage aux boulangeries. Alors, on le croit pas, j'en sais rien, je pensais dire qu'effectivement, tous les autres jeunes n'ont pas voulu venir. Donc, il s'est engagé à travers quoi derrière, qu'est-ce qui était en mouvement. Et ce qui lui a plu tout de suite, il l'a expliqué, c'est qu'il était en train de faire ce temps de recrutement avec ce jeune. Il y a sa vendeuse qui est arrivée. Il le dit comme ça, hein, c'est ses termes, c'est pas mes termes. Il dit ma vendeuse est arrivée et elle devait lui faire passer quelque chose, c'était lourd, et le jeune à ce moment-là a aidé à porter ce qui était lourd. Et il a dit ça y est, je le prends. Donc ça paraît un peu étrange en se disant simplement parce qu'il aide à porter ce qui est lourd, il va être bon en tant que boulanger ou apprenti boulanger. Non, c'est pas ça, c'est que ça se joue sur, vous appelez ça les savoir-être, on appelle ça les compétences transversales, les soft skills, peu importe le terme qu'on emploie. On a une partie effectivement des entreprises aujourd'hui qui se disent ce qui est important, c'est qu'ils soient déjà bien en termes de comportement et puis le reste on l'apprendra. Et puis on a une autre partie des entreprises qui maintiennent pour plein de raisons, parce qu'elles travaillent avec des structures qui exigent, on a des structures dans le domaine du nettoyage où il faut effectivement que la personne qui fait le ménage, alors agent technicien de surface, ait le bac, parce que à partir du moment où elle travaille dans tel et tel endroit, on a cette exigence de recrutement. C'est un exemple, mais est-ce que réellement c'est utile, c'est nécessaire? Et on a des entreprises pour qui c'est un critère d'entrée. J'ai vu passer Calliope tout à l'heure. Une des exigences à venir, pas là aujourd'hui, mais de Calliope, c'est que les formateurs soient certifiés en tant que formateurs. Et une des exigences à un moment donné des conseillers CEP, ce n'est plus le cas, mais il y avait une réflexion avec le CNAM, avec le FEU, FPSPP, si ça parle à tout le monde, Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant France Compétences, pour que les conseillers CEP soient d'un niveau Bac+5. Si c'est des choses comme ça qui passent, c'est pas l'entreprise qui est gourmande, c'est que le système oblige à avoir certains critères. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense, mais voilà, c'est sur ce registre-là. Donc, on a de tout aujourd'hui. On a autant des entreprises qui maintiennent un niveau d'exigence avec un mouton à 10 pattes que des entreprises qui disent du moment qu'il a 2 bras, 2 jambes, une tête et qu'il est plutôt respectueux, qu'il accepte d'être un peu souple, ça convient. Et on a plein d'exemples autour de nous et je suis sûre que vous en avez autour de vous par rapport à ça. Je vais lui apprendre le métier. Le jeune homme dont je parlais avec l'employeur, c'est exactement ce qui s'est passé. Je peux lui faire confiance, d'emblée, je le vois, en 1 heure d'échange, je le vois, on va le former. Alors qu'il aurait pu prendre un jeune qui avait déjà un CAP, soit d'électricien ou de plomberie. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent aujourd'hui, on le voit sur la question. Les 3 points que j'ai évoqués ce matin, au début d'après-midi, sur la confiance sont super importants. La confiance, la méfiance sont 2 axes. Aujourd'hui, on se pose beaucoup la question des compétences, pour faire simple. Est-ce que quand on doit défendre son vécu, est-ce qu'on défend ses compétences ou est-ce qu'on défend le fait qu'on pourrait nous faire confiance? Ça interroge des questions de recrutement, c'est une question de compétence ou une question de confiance? Oui, et en termes de recrutement, ça veut dire que ça fait aussi beaucoup évoluer les pratiques de recrutement. Parce que qu'on soit sur l'évaluation de la motivation, de l'engagement, que ce soit des compétences ou des soft skills, effectivement, ça va vraiment faire évoluer aussi les méthodes de recrutement. Ça fait déjà évoluer. D'autres questions dans le chat. Je sais qu'il y avait une question par rapport à la recommandation par les pairs. On a beaucoup parlé des pairs, de l'information sur la communication, etc. Et il y avait une question notamment sur la fiabilité également de la recommandation par les pairs. C'est-à-dire, est-ce que des notes négatives sur un site ou des commentaires négatifs, est-ce que c'est toujours le reflet réel de ce qui peut se passer vraiment, notamment par rapport à une formation? Est-ce que ça peut, ou est-ce que c'est, effectivement, ça peut engendrer
défauts de communication finalement, quoi. Le principe de recommandation extrêmement présent dans notre société, c'est une manière de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Aujourd'hui, on va quelque part, on a 3 boutons, on a le vert, l'orange, le rouge, pour dire si c'est propre, par exemple les toilettes dans un aéroport, si c'est propre, si c'est sale. S'il y a 4-5 rouges, ben, ça commence à poser problème et on renvoie la responsabilité à la professionnelle. Donc le gros souci qu'on va avoir, c'est qu'on est sur de la subjectivité. Donc la somme des avis ne devrait pas faire, en gros, la moyenne de l'avis. C'est-à-dire que c'est ça qui pose aujourd'hui souci, c'est-à-dire qu'on a des moyennes avec des personnes qui vont noter un organisme de formation à 1 et qui vont le noter à 5 sur 5. Et on va dire il est à 3. Donc ça déjà, effectivement, ça pose souci. Mais surtout, la question d'évaluation, c'est-à-dire que la recommandation, c'est le vecteur de confiance. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a des structures qui payent des personnes pour qu'on ait des bons avis, qui enlèvent les avis négatifs. Donc, tout ça, c'est effectivement présent un tout petit peu partout. Sauf la question des likes, la question des éléments présents, des retours et des retours étayés. Hein. C'est surtout quand on met oui, non, ça ne fonctionne pas, mais des retours étayés guident. On choisit, par exemple, un boucleur ou un lisseur. Il y a sûrement des hommes dans l'assemblée. Hein. Vous n'y allez peut-être pas, mais un lisseur, un boucleur, un robot qui se trimballe tout seul, là, qui fait le ménage tout seul, on va aller voir peut-être les avis si on n'y connaît rien. Et ce qui va être compliqué, c'est que les avis des inconnus, des anonymes, n'importe où dans le monde, vont avoir plus de poids que le professionnel qui est expert du produit, parce qu'on va se méfier du professionnel qui, lui, va essayer de nous vendre son produit. Et on peut dire merci ou non, j'en sais rien, c'est peut-être exagéré, cache investigation, zone interdite, capitale, ça vous parle un tout petit peu, on ne sait plus ce qu'on doit manger, pas manger, acheter, pas acheter. Tous ces systèmes-là nous ont amenés aujourd'hui à être extrêmement méfiants des vendeurs, des commerciaux et puis des spécialistes. Donc notre positionnement expert ERTS ou expert EXPIRS a du coup il y a une réflexion à avoir sur le champ d'information par rapport à ça. Je vous remercie Agnès. Je vois qu'il est 15h28, donc on va essayer de tenir notre timing. Je vous propose qu'on termine ici notre webconférence. Donc vous étiez 260 participants. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je tenais vraiment à remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de cet échange et pour les travaux préparatoires aussi. J'espère qu'on aura pu répondre à vos attentes. J'ai vu dans le chat qu'il y avait eu beaucoup de commentaires par rapport aux open badges, donc c'est des choses qu'on peut effectivement tenir en compte. On va vous envoyer d'ailleurs un questionnaire suite à cette webconférence, donc en vous demandant s'il y a des thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde de manière assez large autour de l'innovation en formation, pour être dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, des thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochaines webconférences du pacte. Vous retrouverez dans quelques jours le replay de ce webinaire dans la rubrique animation du Greffe Bretagne. Je vous signale également, parce que j'ai vu dans le chat qu'il y avait beaucoup de retours sur la FEST, que nous avons fait une webconférence sur la FEST qui est disponible sur le site du Greffe Bretagne. Donc, vous pouvez également aller la consulter. Et puis, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à notre Scoop It sur l'innovation et EdTech, vous retrouvez toutes les informations sur le site du Greffe Bretagne dans la rubrique Centre de ressources. Voilà, je vous dis à très bientôt à tous. Je remercie encore une fois l'ensemble des intervenants. Merci à vous pour votre participation. À bientôt. Merci, au revoir.